S'installer en Australie et réussir sans diplôme en 2026. Voici tout ce qu'il vous faut pour immigrer en Australie et réussir vite. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut littéralement changer le cours de votre vie. Pas de blabla, pas de théorie, juste les faits, les chiffres, les étapes et la vérité que personne d'autre ne vous dit aussi clairement. Il y a quelque chose de particulier dans l'idée de tout quitter pour aller vivre à l'autre bout du monde, une sorte de vertige mélangé à une excitation que peu de projets de vie arrivent à provoquer. Et quand ce pays s'appelle l'Australie, ce vertige prend une dimension encore plus grande. Parce que l'Australie, ce n'est pas juste un dépaysement, c'est un changement complet de cadre, de rythme, de valeurs, de rapport au travail et à la liberté. C'est un pays qui a la réputation d'offrir sa chance à ceux qui la méritent, indépendamment de ce qu'ils ont appris dans une salle de classe. Et en 2026, cette réputation est toujours méritée. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo s'adresse à ceux qui ont envie de faire ce saut. Ceux qui ne possèdent pas de diplôme universitaire ou dont le diplôme obtenu dans leur pays d'origine n'ouvre aucune porte en Australie. Ceux qui ont des compétences acquises sur le terrain, une vraie envie de travailler, une capacité à s'adapter et suffisamment de courage pour affronter l'inconnu. Je vais vous expliquer pas à pas et sans détour comment vous installer en Australie, comment trouver du travail rapidement, comment construire une vie stable et comment transformer un simple visa temporaire en une histoire d'immigration réussie. On va parler de visa, de secteurs qui recrutent, de salaires réels, de démarches administratives concrètes, de logement, d'anglais, de mentalité et de stratégie. Tout ce qu'on aurait voulu qu'on vous explique avant de prendre l'avion. Et si à un moment vous vous dites que c'est exactement ce que vous cherchiez depuis des semaines, pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ça ne coûte rien et ça peut tout changer pour lui aussi. Comprendre l'Australie avant d'y mettre les pieds. Avant de parler de visa et de boulot, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'Australie en 2026. C'est un pays vaste comme un continent, avec une population d'à peine 26 millions d'habitants concentrés en grande majorité sur la côte Est et autour des grandes villes. Cette faible densité démographique, combinée à une économie dynamique, crée une réalité très particulière. Il y a constamment un manque de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs. L'Australie a besoin de bras, de gens qui veulent travailler, qui ne comptent pas leurs heures et qui sont prêts à aller là où le travail existe, même si ce n'est pas en centre-ville. Le pays repose historiquement sur l'exploitation de ses ressources naturelles, les mines, l'agriculture, l'élevage, la construction. Mais l'économie australienne s'est diversifiée au fil des décennies. Le tourisme est devenu un pilier majeur. L'hôtellerie et la restauration font vivre des centaines de milliers de personnes. Le secteur de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées est en pleine expansion, poussé par le vieillissement de la population. Et partout, des entreprises cherchent des mains, des cuisiniers, des serveurs, des manœuvres, des livreurs, des agents d'entretien, des travailleurs agricoles. Ce contexte est une opportunité réelle pour quelqu'un sans diplôme. En Australie, on vous demande souvent moins ce que vous avez étudié que ce que vous savez faire. Et dans beaucoup de secteurs, on peut apprendre sur le tas. Ce qui compte, c'est l'attitude, la ponctualité, la fiabilité et la volonté d'apprendre. Un autre élément essentiel à comprendre avant de partir, l'Australie est un pays très organisé, avec des lois sociales robustes. Il existe un salaire minimum parmi les plus élevés du monde. Les droits des travailleurs sont protégés par une institution appelée la Fair Work Commission. Personne ne peut légalement vous payer en dessous d'un certain seuil. Depuis juillet 2025, ce seuil est fixé à 24,95 $ australiens par heure pour un contrat classique, soit environ 948 $ australiens par semaine pour 38 heures. Et pour les contrats dits casual, les plus courants quand on débute, la majoration légale de 25% porte ce taux autour de 31 $ australiens de l'heure. Ces chiffres seront réajustés à la hausse en juillet 2026, comme chaque année. Ce niveau de salaire change tout. Même dans les emplois considérés comme peu qualifiés en France ou en Afrique, vous gagnez en Australie un revenu qui vous permet de vivre correctement, d'économiser et de construire quelque chose. Maintenant, parlons de la question du visa, parce que tout commence là. Les visas possibles pour quelqu'un sans diplôme. Le premier obstacle imaginaire que les gens sans diplôme placent devant eux, c'est de croire que l'Australie ne les acceptera pas. C'est faux. Il existe plusieurs voies d'accès au territoire australien qui ne requièrent pas de diplôme universitaire. Voici les principales. La première et la plus connue est le Working Holiday Visa, aussi appelé WHV ou PVT, pour Programme Vacances-Travail. Ce visa est une pépite.
Il permet de venir vivre et travailler légalement en Australie pendant 12 mois, renouvelable jusqu'à 2 fois sous certaines conditions, ce qui peut vous donner jusqu'à 3 ans sur le territoire. Et son avantage décisif pour les personnes sans diplôme, il ne requiert aucune qualification particulière, aucun diplôme, aucun niveau d'anglais certifié. Les conditions sont simples. Il faut avoir entre 18 et 30 ans pour la plupart des nationalités ou jusqu'à 35 ans pour les ressortissants de certains pays comme la France. Il faut disposer d'un passeport d'un pays éligible au programme, avoir environ 5 000 $ australiens de fonds disponibles pour couvrir les frais et ne pas avoir de casier judiciaire sérieux. Le coût du visa lui-même est de 670 $ australiens en 2026. Ce visa permet de travailler pour n'importe quel employeur, dans n'importe quel secteur, sans aucune restriction sur le type d'emploi. La seule limite est que vous ne pouvez rester que 6 mois chez le même employeur. Mais en pratique, beaucoup de gens changent d'entreprise de toute façon pour explorer différentes régions ou types de boulot. Pour obtenir une deuxième année de visa, il faut avoir effectué 88 jours de travail dits spécifiés dans des zones régionales désignées. Ce travail inclut l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière, la construction en zone rurale, certains travaux dans les mines ou encore l'installation de panneaux solaires dans des zones éligibles. Pour une troisième année, il faut 6 mois de ce type de travail spécifié durant la deuxième année de visa. Un point important pour les personnes dont le pays ne figure pas dans la liste des pays éligibles au Working Holiday Visa, sous classe 417. Il existe une autre option, le visa sous classe 462, qui couvre certains pays supplémentaires. Cependant, beaucoup de pays d'Afrique francophone et d'autres régions en développement ne sont malheureusement pas encore inclus dans ces programmes bilatéraux. Il faut vérifier sa situation personnelle sur le site officiel de l'immigration australienne immi.homeaffairs.gov.au avant de planifier quoi que ce soit. Pour ceux qui ne sont pas éligibles au Working Holiday Visa, d'autres options existent. Le visa étudiant, par exemple, permet de venir étudier en Australie tout en travaillant légalement à côté. Et l'Australie possède un réseau d'établissements TAFE qui sont des écoles de formation professionnelle proposant des certificats et des diplômes dans des domaines pratiques, comme la cuisine, la construction, le soin aux personnes, l'agriculture, la mécanique. Ces formations coûtent de 2 000 $ australiens et plus selon la spécialité, mais elles permettent à la fois d'acquérir une qualification reconnue localement et d'obtenir un visa légal. Et pendant vos études, vous pouvez travailler 48 heures par quinzaine, ce qui représente une source de revenus substantielle. Une autre voie, plus exigeante mais très puissante, est le visa de sponsor, ou visa Skills in Demand, anciennement connu sous le nom de sous-classe 482. Ce visa est octroyé quand un employeur australien accepte de vous sponsoriser pour un poste précis. Il ne requiert pas toujours un diplôme universitaire, mais il faut pouvoir démontrer une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans le domaine concerné et le poste doit figurer sur une liste de métiers en tension publiée par le gouvernement australien. Ce visa peut durer jusqu'à 4 ans et ouvre une voie vers la résidence permanente. Enfin, pour les profils plus établis avec plusieurs années d'expérience dans des métiers techniques reconnus, il existe les voies de résidence permanente via les visas qualifiés comme le Skilled Independent Visa, sous classe 180, ou le Skilled Nominated Visa, sous classe 190. Ces visas fonctionnent sur un système de points qui tient compte de l'âge, du niveau d'anglais, de l'expérience et des qualifications. On peut cumuler des points même sans diplôme universitaire si on a une forte expérience professionnelle dans un métier listé. Préparer son départ, les étapes concrètes avant d'arriver. Une fois le visa en poche ou en cours de demande, la préparation du départ commence et cette préparation peut faire une différence énorme entre la première semaine chaotique et la première semaine productive. La première chose à faire est d'apprendre l'anglais ou d'améliorer son niveau autant que possible. L'anglais en Australie n'est pas une option, c'est la langue de tout. Des entretiens d'embauche, des formulaires, des conversations avec les colocataires, des échanges avec les voisins, des appels téléphoniques avec les employeurs. Un niveau débutant peut suffire pour les emplois les plus manuels dans les fermes ou sur les chantiers, mais dès que vous visez quelque chose de mieux, il faut un minimum d'anglais conversationnel. Des applications comme Duolingo ou Babbel peuvent aider, mais rien ne vaut des cours avec un professeur ou une immersion réelle. Cherchez des groupes de conversation dans votre ville avant de partir. Regardez des séries australiennes, écoutez des podcasts en anglais. L'oreille et la bouche s'habituent avec le temps. La deuxième chose à préparer, c'est votre argent de départ. Il vous faudra idéalement entre 5 000 et 10 000 $ australiens disponibles à votre arrivée.
Cette somme couvre le premier mois de loyer, la caution de logement, l'achat d'une carte SIM locale, l'ouverture d'un compte bancaire, les frais de transport pour vous installer et les dépenses de vie courante attendant votre premier salaire. Beaucoup de gens arrivent avec trop peu d'argent et se retrouvent dans des situations de pression qui nuisent à leur recherche d'emploi. Ne faites pas cette erreur. La troisième chose à préparer, c'est de vous renseigner sur la ville où allez poser vos valises. L'Australie est un pays immense et chaque ville a ses particularités. Sydney est la plus cosmopolite, la plus chère et la plus concurrentielle. Melbourne est connue pour sa culture, sa gastronomie et son marché de l'emploi diversifié. Brisbane est plus accessible financièrement et offre de nombreuses opportunités dans la construction et l'hôtellerie. Perth, à l'ouest du pays, est la porte d'entrée vers les mines et les zones régionales de l'Australie occidentale qui offrent certains des salaires les plus élevés du pays. Adélaïde est une ville tranquille avec un coût de la vie inférieur aux autres grandes métropoles. Et pour ceux qui visent le travail agricole pour valider leur jour de visa régional, il vaut mieux penser dès le départ à des régions comme Mildura, Bundaberg, Shepparton ou les zones viticoles de la Baronie. Le quatrième secteur est celui des mines et de l'énergie. C'est le secteur qui peut faire la plus grande différence financière pour quelqu'un prêt à s'isoler géographiquement. Les mines australiennes, principalement concentrées en Australie occidentale et dans le Queensland, tournent 24 heures sur 24. Elles emploient des milliers de personnes dans des fonctions très variées, pas toutes techniques. Le poste de utility worker ou de housekeeping worker sur site, c'est-à-dire agent d'entretien ou de ménage dans les camps de mineurs, ne demande aucune qualification. Et la rémunération est bien au-dessus de la moyenne. Le système de travail est dit FIFO, Fly In, Fly Out. Vous prenez l'avion pour aller sur site, vous travaillez 2 à 3 semaines intensives, souvent 12 heures par jour, puis vous avez une semaine de repos. Pendant votre temps sur site, vous êtes nourri et logé gratuitement, ce qui signifie que pendant ces semaines de travail, vous ne dépensez presque rien. Certains travailleurs en FIFO parviennent à économiser des sommes considérables en quelques mois. La grande tendance de 2026 dans ce secteur, c'est aussi les fermes solaires. L'Australie installe des panneaux photovoltaïques à une vitesse impressionnante dans le cadre de sa transition énergétique. Les jobs de laboureurs sur ces sites solaires sont nombreux, souvent rémunérés entre 30 et 45 $ australiens de l'heure, et beaucoup comptent pour les jours de travail régionaux éligibles au renouvellement de visa. C'est une opportunité en plein essor que beaucoup ignorent encore. Le cinquième secteur, moins connu mais en forte croissance, est le soin aux personnes âgées et aux personnes handicapées. L'Australie vieillit. La demande en travailleurs dans les maisons de retraite et les services de soins à domicile est immense, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est possible d'entrer dans ce secteur sans diplôme d'infirmier. Les postes d'Aged Care Worker ou de Disability Support Worker ne demandent souvent qu'une formation courte appelée Certificate 3 in Individual Support, accessible dans les établissements TAFE pour quelques milliers de dollars australiens. Cette formation peut se faire en quelques mois et débouche sur un emploi stable avec un salaire décent et des perspectives d'évolution vers la résidence permanente. Trouver du travail, la stratégie concrète. Savoir qu'il existe des opportunités est une chose, les saisir en est une autre. Voici comment mettre toutes les chances de votre côté dans la recherche d'emploi en Australie. La première méthode, la plus efficace, est le démarchage direct. En Australie, beaucoup de petits restaurants, cafés, fermes ou chantiers n'affichent pas leurs offres d'emploi en ligne. Ils recrutent sur recommandation ou quand quelqu'un se présente directement à la porte avec son CV papier. Prenez l'habitude de vous promener dans les rues commerçantes, d'entrer dans les cafés et restaurants, de demander à parler au manager et de laisser votre CV accompagné d'un sourire sincère. En Australie, ce type de démarche est bien vu. Les employeurs apprécient les gens proactifs. La deuxième méthode est d'utiliser les plateformes d'emploi en ligne. Seek est le site d'emploi numéro 1 en Australie. Indeed et LinkedIn sont également très utilisés. Workforce Australia est la plateforme gouvernementale. Gumtree regroupe beaucoup d'offres locales et informelles. Pour les jobs rapides dans la restauration, la livraison ou le ménage, les groupes Facebook de la ville où vous vous trouvez sont souvent très efficaces. Cherchez des groupes du type Backpackers in Sydney, Jobs in Melbourne for French Speakers ou Français en Australie, ces communautés partagent des offres d'emploi en temps réel. La troisième méthode est de s'inscrire dans des agences d'intérim. En Australie, les agences de travail temporaire jouent un rôle très important dans le recrutement. Pour les chantiers, des agences comme Labour Solutions ou Programme Skilled Workforce peuvent vous placer rapidement. Pour l'hôtellerie, des agences spécialisées travaillent avec les grands hôtels et traiteurs. Pour l'agriculture, des agences comme Agri-Labor Australia ou Harvest Road sont des intermédiaires incontournables dans certaines régions. L'avantage de l'intérim est que vous accumulez de l'expérience locale, que vous construisez un réseau et que vous avez parfois accès à des postes permanents via ces passerelles.
La quatrième méthode est d'activer votre réseau social. La communauté francophone en Australie est importante. Des milliers de Français, de Belges, de Suisses, de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Congolais, de Marocains vivent et travaillent en Australie. Rejoignez des groupes Facebook, des associations locales, des événements culturels. Quelqu'un dans votre réseau connaît souvent quelqu'un qui embauche. Et une recommandation entre gens de confiance vaut souvent mieux qu'un CV envoyé dans le vide. Comprendre l'anglais professionnel en Australie. Un point crucial que beaucoup sous-estiment, l'anglais australien a ses propres particularités. L'accent, d'abord. Les Australiens ont une manière de parler assez spécifique, avec des sons qui diffèrent de l'anglais britannique ou américain. Le mode today peut sonner comme to die. Le mot mate, qui signifie ami ou camarade, est utilisé à tout moment et dans toutes les situations. On vous appellera mate dès votre premier jour de travail. Il y a aussi un vocabulaire professionnel à connaître. No worries veut dire pas de problème. She'll be right est une expression pour dire que ça va aller. Fair enough signifie que vous comprenez et acceptez. Et arvo pour afternoon. Smoko pour la pause cigarette ou simplement la pause sur un chantier. Trady pour travailleurs des métiers manuels comme électricien ou plombier. Dans vos premiers entretiens, ne cherchez pas à être parfait. Les employeurs australiens sont habitués à recruter des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Ce qu'ils évaluent, c'est votre capacité à comprendre les instructions basiques, à communiquer clairement et à montrer que vous êtes réalisable. Un anglais imparfait mais honnête et enthousiaste vaut mieux qu'un silence gêné. Si vous sentez que votre anglais est vraiment insuffisant, investissez dans des cours dès votre arrivée. Les community colleges et les centres communautaires proposent souvent des cours d'anglais à prix très réduit pour les immigrés et les voyageurs. Certains sont même gratuits. Gérer son argent en Australie. Vivre en Australie coûte cher, c'est une réalité. Sydney est régulièrement classée parmi les villes les plus chères du monde. Melbourne n'est pas en reste. Mais il existe une clé pour que cette cherté ne vous écrase pas. Bien gérer son argent dès le premier jour. Le logement est votre plus grosse dépense. En colocation, une chambre dans un appartement partagé coûte entre 150 et 300 $ australiens par semaine selon la ville. À Sydney, il faut souvent compter plutôt entre 200 et 350 $. Dans des villes comme Adélaïde ou Hobart, on peut trouver pour 150 à 200 $. En zone rurale, certains employeurs fournissent le logement directement sur le lieu de travail, ce qui annule totalement cette dépense. La nourriture est la deuxième grande dépense. Un panier de courses hebdomadaires pour une personne qui cuisine ses repas revient entre 80 et 150 $ australiens par semaine. Les supermarchés Aldi et Woolworths sont généralement les plus chers. Manger au restaurant peut vite coûter 40 $ australiens pour un repas simple avec une boisson. Si vous voulez économiser, cuisinez chez vous autant que possible. Le transport est la troisième variable. Dans les grandes villes, les transports en commun sont efficaces et accessibles. Sydney a sa carte Opal, Melbourne a sa carte Mickey, Brisbane a sa Go-Card. Un déplacement coûte en général entre 2 et 4 $ australiens. Beaucoup de travailleurs optent pour le vélo, qui est une option économique et pratique dans des villes avec de bonnes pistes cyclables comme Melbourne ou Brisbane. Si vous travaillez en zone rurale, une voiture devient souvent indispensable. Le permis de conduire international est reconnu en Australie pendant quelques mois selon l'État. Au-delà, vous devrez convertir votre permis en permis australien. Une règle de base pour bien gérer son budget, ne touchez pas à votre épargne de départ pendant les 2 premières semaines tant que vous n'avez pas trouvé de travail. Vivez frugalement, acceptez les petits boulots même s'ils ne sont pas parfaits, et une fois que vous avez un revenu régulier, ajustez votre mode de vie en conséquence. En matière de fiscalité, sachez que l'année fiscale australienne va du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. À la fin de chaque année fiscale, vous devez déclarer vos revenus auprès de l'ATO via un formulaire en ligne simple. Dans beaucoup de cas, les travailleurs en WHV peuvent récupérer une partie des taxes payées en excès pendant l'année. Ce remboursement peut représenter de centaines, voire de milliers de dollars australiens. Ne négligez pas cette déclaration annuelle. Il y a également la superannuation, que les Australiens appellent le super. C'est une cotisation retraite obligatoire que votre employeur paie en plus de votre salaire à hauteur de 12% de vos gains dès juillet 2025. Vous ne touchez pas cet argent pendant votre séjour, mais quand vous quittez définitivement l'Australie, vous pouvez demander le remboursement de votre super accumulé. Selon la durée et le niveau de vos gains, cela peut représenter des milliers de dollars australiens. Ne partez pas sans en faire la demande. Construire une vie stable, la stratégie à moyen terme. Venir en Australie pour une expérience temporaire est une chose, y bâtir quelque chose de durable en est une autre. Et sans diplôme, c'est tout à fait possible si vous adoptez la bonne stratégie. La première étape de cette stratégie à moyen terme est de choisir un secteur d'avenir et de s'y investir pleinement. Dès vos premiers mois, même si vous commencez par un boulot alimentaire dans un café ou sur un chantier, commencez à réfléchir à la direction que vous voulez prendre. Est-ce que vous aimez travailler avec les gens ?
Le secteur de l'aide aux personnes âgées ou du tourisme peut vous convenir. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le travail physique? La construction ou les mines offrent des salaires exceptionnels et une demande permanente. Est-ce que vous avez une passion pour la cuisine? Devenez le meilleur dans votre cuisine, grimpez les échelons et vous pourrez un jour gérer votre propre établissement. La deuxième étape est d'obtenir des certifications locales. En Australie, même si on ne vous demande pas de diplôme universitaire, les certifications professionnelles ont une valeur réelle. Nous l'avons déjà mentionné pour le RSA et la White Card, mais il en existe des dizaines d'autres. Le Forklift License, qui vous permet de conduire à chariot élévateur, ouvre des portes dans la logistique et les entrepôts. Le Certificate 3 in Hospitality peut vous faire passer d'un simple job de kitchen hand à une position de chef de partie bien rémunéré en quelques mois. Le Certificate 4 in Disability Support Worker peut vous qualifier pour des postes de supervision dans le soin aux personnes âgées. Le First Aid Certificate est apprécié dans presque tous les secteurs. Ces formations durent entre quelques heures et quelques mois australiens, coûtent entre quelques dizaines et quelques milliers de dollars australiens et augmentent très concrètement votre valeur sur le marché du travail. La troisième étape est de construire un réseau professionnel local. Chaque employeur, chaque collègue, chaque client satisfait de votre travail est une connexion potentielle. Collectez des références, demandez des recommandations sur LinkedIn, participez aux événements de votre secteur. En Australie, le bouche à oreille est puissant dans tous les milieux. Un bon mode à manager à un autre peut vous obtenir un poste que vous n'aviez pas vu passer sur les sites d'emploi. La quatrième étape, pour ceux qui visent l'installation permanente, est de comprendre le système à points et de travailler progressivement à améliorer son score. Même sans diplôme universitaire au départ, vous pouvez accumuler des points via votre expérience professionnelle australienne, votre niveau d'anglais et parfois via un visa d'État régional qui ajoute 5 points à votre score. Si au fil des années vous obtenez une qualification locale via un TAIF, vos points augmentent encore. Et si vous avez moins de 30 ans à l'arrivée, l'âge lui-même vous donne des points précieux. La mentalité australienne, ce qu'on n'apprend pas dans les guides touristiques. Il y a une dimension de l'intégration en Australie que les guides pratiquent.